Quand j'ai découvert le yoga du son, j'allais me cacher au milieu des bois pour commencer à chanter, tu vois. Je me sentais vraiment obligé de m'isoler, quoi, tu vois, pour m'autoriser pleinement à vivre ce truc-là, qui était un truc assez atypique. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! On dit souvent que les yeux sont le reflet de notre âme. Et si notre voix l'était aussi ? Et si elle racontait nos forces, nos enthousiasmes, mais aussi notre côté obscur ? Ce n'est pas pour rien que l'on dit que le podcast est le média de l'intime. Parce que ce qu'il y a là, maintenant, entre vous et moi, c'est la voix, justement. La mienne et surtout celle de mon invité qui va nous emmener à la découverte de sa propre voix. Vous l'orthographiez comme vous le souhaitez, ça marche dans les deux cas. Olivier Demuth enseigne le yoga du son. Vous allez voir, c'est passionnant et bien plus profond qu'il n'y paraît. D'ailleurs, c'est un long voyage qu'a fait Olivier avec le yoga du son, à la rencontre de lui-même, de sa sensibilité, jusqu'à devenir un jour thérapeute. Bienvenue dans un épisode tout en douceur, tout en rondeur et en rire aussi. Avec Olivier, nous allons parler de connexion à la nature, de spiritualité vécue en cachette, d'un petit oui et de la résonance des voyelles. Bonjour Olivier, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Alors Olivier, avant de commencer l'entretien, je vais te demander de te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Eh ben, écoute, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Olivier, j'ai 35 ans. Je suis thérapeute, c'est-à-dire que j'accueille les gens dans un cabinet. Je fais des pratiques corporelles, notamment du shiatsu, qui est une pratique japonaise. Et puis, surtout, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'on va parler de yoga du son. En fait, je suis aussi enseignant de yoga du son. Ah, super. Alors oui, effectivement, on va parler de ce yoga du son avec toi aujourd'hui, notamment parce que c'est un yoga, tu vas nous l'expliquer bien mieux que moi tout à l'heure, mais où on travaille pas mal sur la voix. Et je me suis dit que étant là dans un podcast, c'était quand même intéressant de creuser un peu ce sujet-là. Effectivement, bien sûr, et le nom la petite voix me parle beaucoup. Et effectivement, dans le yoga du son, il y a aussi bien la connexion avec la petite voix, on va en parler évidemment plus en détail, mais la connexion avec la petite voix que le fait de s'autoriser finalement à sortir sa voix, à reprendre confiance en sa voix. Et ça, c'est tout le travail de voix qui est un travail d'intériorité en même temps, et c'est assez chouette. Ah, génial, quel programme. Donc, tu vois, il fallait vraiment qu'on se parle et qu'on fasse cet épisode sur le yoga du son. Mais avant de rentrer dans le détail, que tu nous en dises plus sur comment on peut révéler comme ça notre petite voix avec le yoga du son, moi j'aimerais comprendre comment tu en es venu là, d'autant plus que c'est une pratique quand même peu connue. Donc j'aimerais comprendre comment toi, dans ton parcours, comment c'est arrivé. Si je comprends bien, tu as fait des études plutôt classiques dans la géographie, tu étais éloigné un peu de cet univers-là. Complètement, oui. Disons que si je déroulais un sens logique à mon parcours et la rencontre avec le yoga du son, tu vois, c'est très difficile pour moi de faire un lien direct. Il y a mon parcours, je dirais, habituel d'études. En fait, moi, j'ai fait des études de géographie. Donc, je suis bac+5 en géographie. Ouais. Avec tout ce côté, ce qui m'intéressait, c'était le côté
comment dire ça, côté nature, environnement. La géographie permet d'avoir une vision d'ensemble de la nature et de réfléchir tu vois, en prenant de la hauteur aux interactions, à comment est-ce qu'on peut recréer du sens, recréer de la circulation, recréer un équilibre. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup dans la géographie et qui résonnait avec une connexion que j'ai avec la nature depuis que je suis petit, quoi. En fait, avant de faire de la géographie, j'avais fait de la biologie. Ok. Et en fait, après le bac, je m'étais un peu cherché, quoi. Et donc, Ça j'avais arrive. fait de la biologie. Ouais, ça arrive assez souvent. Et j'étais même, à ce moment-là, pour mes parents, j'étais un cas un peu désespéré, ce qui arrive aussi assez souvent. Ouais, aussi. Mais, et du coup, j'étais allé tester en fait, j'avais d'abord testé l'informatique avant de me rendre compte au bout d'un jour que ça le ferait jamais, c'était pas possible. Donc après, j'avais basculé dans la biologie parce qu'il y avait ce côté nature. Et alors le souvenir que j'en garde, qui est très réducteur, mais c'est qu'on m'avait demandé d'apprendre par cœur les os de la grenouille. Et moi, ce qui m'intéressait dans la nature, c'était me plonger dans la nature, tu vois, me mettre en symbiose avec la nature, Ah oui, les donc os de là, la on en est grenouille, loin, d'une ouais. certaine manière. Bah ouais, ça répondait pas à mon attente, quoi. Donc, je crois que j'avais fait ça pendant 3 mois, et puis j'avais dit à mes parents que c'était plus possible non plus, donc tu vois, il devait se faire à ce moment-là pas mal de cheveux blancs. Et du coup, j'étais retombé dans la géographie parce qu'il y avait justement ce côté prendre de la hauteur et avoir une vision plus large des choses. Et là, j'avais vraiment accroché. Donc, c'est juste un petit message tu vois, de soutien pour les parents qui ont des enfants Merci qui sont en pour eux. perdition. Voilà, exactement. Moi, j'ai eu cette révélation avec la géographie à partir de là, mais j'ai l'impression que tout s'est démêlé d'un coup. Et voilà, tout s'est lancé là. Donc, après, ça a été beaucoup plus simple et pour moi et pour mes parents. Ah oui, j'imagine. Mais c'est amusant parce que la manière dont tu parles de ce choix d'orientation scolaire, il y a quand même déjà, tu parles d'une connexion très forte à la nature, d'une espèce de sensibilité, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là. Bien sûr. Et on sent qu'il y a déjà quelque chose que certainement tu creuses beaucoup plus aujourd'hui. Est-ce que toi, tu avais conscience de ça, que cette connexion que tu ressentais enfant à la nature, elle avait peut-être une autre dimension? Alors, j'aurais pas mis ces mots-là dessus, si tu veux, quand j'étais plus jeune, mais c'est venu je dirais, à l'adolescence. À l'adolescence, j'ai commencé bah, bon, c'est aussi un parcours classique d'adolescent, mais à remettre un peu en question le schéma d'adulte qu'on me Ouais. proposait finalement. Et pour rentrer dans quelque chose qui était dans une recherche de sens, en fait, j'ai commencé là. Donc, en parallèle de mes études, en fait, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. C'est pareil, en fait, je suis rentré dedans en même temps que la géographie. Donc, j'ai eu une espèce tu vois, d'histoire d'amour avec la géographie et en même temps un coup de foudre avec le judo. C'était ça mon fil rouge. Alors, ce qui m'intéressait avec les arts martiaux, c'était le côté philosophie. Tu vois, du taoïsme, par exemple. En tout cas, cette dimension de remettre du sens, ou en tout cas un sens différent de celui qu'on me proposait. Ok, donc il y avait vraiment quand même déjà parler de quête de sens à l'adolescence, c'est assez prématuré, quoi, non? En tout cas, ou alors moi j'étais en retard, quoi, mais je sais pas. Non. Je sais pas dans quel sens c'est. J'en sais rien. Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Non, c'est vrai. Tu vois, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je me sentais quand même pas mal en décalage avec les jeunes autour de moi. Alors bon, ça résonne aussi avec mon caractère, si tu veux. J'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a donné des mots qu'une personne ressentait chez moi. Et dans ces mots, il y avait ce côté profondeur. Et c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Ouais. Et dans cette profondeur, il y a cette forme de recherche intérieure, de connexion avec ce qui vibre vraiment. Donc dès l'adolescence, c'était là. Donc c'est vrai que j'étais quand même un peu en décalage. Genre, j'étais pas tout seul dans mon coin. Mais c'était quand même, en tout cas, des sujets que je gardais pour moi, que j'avais beaucoup de mal à partager, surtout que dans ma famille, ça résonnait pas trop, quoi. Moi, je viens d'une famille, tu sais, qui a mis le côté spirituel avec le côté religieux, qui a fait un gros paquet cadeau de tout ça, et qui l'a lancé à la poubelle. Donc, si tu veux, cette recherche de sens, de philosophie, de spiritualité, je dirais, bah non, c'est pas ce que je disais à ce moment-là, hein. Ça leur parlait pas du tout.
Au contraire, tu vois, quand je te disais tout à l'heure que dans ma recherche de voie professionnelle après bac, j'étais paumé, eux, ils associaient aussi ça avec cette forme de spiritualité, tu vois, un peu qui t'enlève les pieds de la terre Ah, et qui du coup fait que t'es plus vraiment apte à construire une vie, je veux dire, classique. Donc je pense que eux, ils ont aussi fait tout cet amalgame-là. ok. Donc pour moi, c'était un peu difficile à gérer parce que j'avais d'un côté ce besoin de me conformer au modèle familial, on va dire, et puis cet autre côté qui était cette aspiration-là. Donc j'ai mis pas mal de temps avant de réussir à faire le lien entre les deux. Oui, tu étais obligé de vivre ça un peu dans ton coin, presque en cachette en fait. Bah ouais, mais même un peu plus que presque, ouais. Complètement en cachette. Je faisais de la méditation dans ma chambre, on en parlera avec le yoga du son, mais quand j'ai découvert le yoga du son, j'allais me cacher au milieu des bois pour commencer à chanter, tu vois. Je me sentais vraiment obligé de m'isoler, quoi, tu vois, pour m'autoriser pleinement à vivre ce truc-là qui était un truc assez atypique. Waouh, c'est dingue. Bah, alors, on va effectivement comprendre comment t'en es venu au yoga du son, mais quand même, là, tu nous expliques qu'après ce parcours parfois un peu semé d'embûches, tu quand même commences vraiment à t'épanouir le jour où tu découvres ta voie avec la géographie et en même temps les arts martiaux. Donc là, déjà, tu trouves un certain équilibre. Ouais, tout à fait. En tout cas, je trouve deux voies qui me permettent de m'exprimer et deux, de me reconnecter à quelque chose qui fait sens. Dans mes dernières années de géographie, on travaille sur des mémoires. Et donc, moi, mes mémoires, c'était en fait l'application du taoïsme dans la gestion des rivières et des risques d'inondation. Donc, tu vois, le lien, il se faisait déjà. Ah ouais. Donc, ouais, là, je commençais déjà à reconnaître que c'était quelque chose qui était important pour moi, toute cette dimension spirituelle. Je me suis vraiment éclaté dans ces études-là. Ouais, oui, ça s'entend quand t'en parles. Et du coup, tu te lances dans la vie professionnelle dans ce monde-là tu fais quoi, de l'ingénierie? Ouais, c'est ça. En fait, après, j'ai travaillé dans tout ce qui était préservation de la biodiversité. Je travaillais dans les autoroutes. Donc c'était comment est-ce qu'on intègre les autoroutes dans l'environnement, dans la préservation de l'eau, dans la préservation de la biodiversité, dans l'acoustique, dans la qualité de l'air, dans tous ces sujets-là. C'est intéressant. Et c'est drôle parce qu'on voit que tu arrivais toujours à faire vibrer cette quête de sens et cette connexion à la nature. En fait, si tu veux, c'est pas tant que j'ai réussi que je sais pas faire autrement. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à un moment, là, tu vois, c'est ce que je te raconte avec les études de biologie ou avec les études d'informatique. C'est que quand je peux pas, c'est pas possible. Tu vois, j'arrive plus à me lever le matin, je me sens complètement vidé, tu vois, c'est corporel. Donc voilà, c'est comme ça que finalement je retrouve mon chemin. C'est que quand je m'en éloigne, je sens que ça vibre plus du tout, c'est plus possible pour moi. Et donc, comment dans tout ce parcours-là, à quel moment et comment se fait ta rencontre avec le yoga du son? À quel moment, pour te placer quand même un peu le contexte, j'étais pendant mes études en fait à la fac. Ok. Je pars en vacances en Suisse chez une personne que je connaissais pas, tu vois, on y allait à plusieurs. Et en fait, cette personne faisait du yoga du son, dont j'avais jamais entendu parler évidemment. Et donc, elle me fait écouter un CD, et elle me le fait écouter, tu sais, en fait, c'était un CD de chant tibétain. Ok. Et elle me fait écouter le CD, elle me montre le CD en me disant, bon, tu vas trouver ça bizarre, quoi, c'est des chants tibétains, j'avais, je sais pas, 20 ans, 21 ans. Donc elle me met le CD dans la chaîne hi-fi en me disant, bon, écoute-le pour être sympa avec moi, mais bon, tu vas trouver ça bizarre. Et en fait, j'écoute le CD, et ça m'a fait un choc. Et quand je te dis que ça m'a fait un choc, le mot que j'utilise le plus souvent, c'est que ou qui est le plus proche de ce que j'ai vécu, c'est que ça m'a foudroyé. Ah. Tu vois, on est encore d'ailleurs dans ce côté corporel. Hein. J'ai vraiment cette sensation que c'était là à l'intérieur de moi et que le fait d'avoir écouté le CD a réveillé quelque chose qui était déjà là. Donc du coup, tu lui dis quoi à cette personne qui vient de te faire découvrir le CD, que voilà, elle était presque gênée de te faire écouter ça? Tu partages ton emballement ou t'oses pas trop? En fait, je crois que j'ai pas besoin de le dire. Je crois que, enfin, tu vois, je pense qu'elle reste aussi scotchée que moi en me disant merde, ça a l'air de lui plaire. Il est en train de se passer quelque chose. Ouais, c'est ça, bah merde. Et donc, au final, elle m'a donné le CD. Tu vois, elle était tellement surprise, elle m'a donné le CD. Et donc, je suis rentré chez moi après les vacances avec le CD. Et pendant 10 ans, j'ai travaillé juste avec ce CD-là. C'est-à-dire, j'écoutais et j'essayais de refaire la même chose.
Donc tu repars avec ton CD sous le bras et tu nous dis, là, pendant 10 ans, tu pratiques dans ton coin Ouais. et dans la forêt, comme tu nous disais tout à l'heure. C'est là. ça. Alors, voilà, c'est ça. Soit j'attendais qu'il y ait personne chez moi, tu vois, pour pouvoir le faire, soit sinon je partais au milieu de la forêt. Pendant 10 ans, ouais, c'est vrai que même quand je le dis comme ça, après coup, je me dis, mais c'est quand même dingue de pratiquer pendant 10 ans juste avec un CD. C'était même pas un CD genre formation, tu vois, audio, pas du tout. C'était juste un chanteur qui avait enregistré ses chants, quoi. En plus, le fait de chanter était pour moi complètement inimaginable, je sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois, ça faisait pas du tout partie de mon quotidien, ça fait pas du tout partie de mon ambiance, de l'ambiance familiale. Donc chanter était quelque chose que je connaissais pas du tout. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, je veux faire la même chose. Je sentais bien derrière, sans être capable de mettre des mots dessus, mais qu'il y avait autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai chanté avec le CD pendant 10 ans. C'est parce que j'osais pas aller rentrer vraiment dedans, aller rencontrer le mec qui avait enregistré le CD, me lancer pleinement, si tu veux, dans l'aventure du yoga du son. C'était plus confortable à l'époque pour moi de rester dans mon coin avec le CD et d'essayer de reproduire. Autant pendant 10 ans, le yoga du son s'est infusé en moi, tu vois, jusqu'à Oui. nourrir toutes mes cellules, mais je restais quand même à la surface du vrai travail, qui est un travail de connaissance de soi et puis de pacification intérieure. Mais j'essaye de comprendre du coup comment tu l'as vécu. Est-ce que quand même pendant ces 10 années, tu n'osais pas aller voir de personnes avec lesquelles échanger sur le sujet, mais est-ce que tu te renseignais sur Internet pour comprendre comment ça fonctionnait? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, à l'époque, Internet n'était pas aussi développé que ce qu'il est maintenant. Mais il y avait d'autres personnes, bien sûr, qui enseignaient ça. La personne qui a enregistré le CD elle s'appelle Denis Fargeau. Il organisait des stages. J'avais cette information des stages. Mais j'avais plein de bonnes raisons pour pas y aller. Qui cachait certainement, tu vois, c'était cette raison de je sens bien que là, il y a un travail à faire qui va être très inconfortable et je vais retarder un peu le fait d'y aller, quoi. Et qu'est-ce qui est si inconfortable alors à ce moment-là? Bah, si tu veux, pour moi, là, j'ai très longtemps été, je sais pas si le mot en souffrance est bon, mais en tout cas inconfortable avec, ma posture et deux, ma voix. Ah, C'est-à-dire que j'étais, tu sais, à l'école, j'étais le bon copain, tu sais, celui à qui tu vas te confier dès que ça va pas, dès que tu as un problème, dès que tu as besoin de soutien. Donc, c'était chouette. Mais sauf que moi, je parlais jamais de mes problèmes, je prenais très rarement la parole. Dès que je me retrouvais dans un groupe, plus personne ne m'entendait. Dès que je devais passer, tu sais, faire des exposés et tout comme ça, j'en faisais des cauchemars pendant une semaine avant. Parce que ce côté, je m'expose, était pour moi très, très, très difficile. Donc le fait tu vois, d'explorer la voix, t'explores aussi toute cette dimension-là, parce qu'à travers la voix, il y a bien sûr comment ça résonne à l'intérieur de soi, donc à ce côté connaissance de soi, cultiver son jardin intérieur, mais t'as aussi le fait de projeter sa voix, et donc là, d'oser prendre sa place, d'oser s'affirmer, d'oser être soi-même, quoi. Donc ça, pour moi, c'était vraiment un objet de terreur. ok. Et c'est amusant parce que tu nous racontes ça avec... tu as une belle voix profonde, donc quoi qu'il arrive, tu pouvais pas être discret avec ta voix, sauf si elle a beaucoup changé depuis, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque Je chose vois quand ce que même dans tu veux ta dire. voix, il y a une présence forte. Oui, c'est gentil, merci. Et si tu veux, ma voix m'a très longtemps servi de refuge. Cette voix profonde, si tu la fais pas sortir, ça fait une voix qui résonne à l'intérieur et que personne n'entend. Tu vois, je parle dans ma barbe, c'est les gens qui me font répéter 4 fois parce qu'ils comprennent pas ce que je veux leur dire. C'est l'exemple typique de mon mariage, où tu sais, il y a cette fameuse phase où le maire te demande de dire oui. Et ça, pour moi, c'est encore un souvenir douloureux, parce que j'ai ma femme juste avant qui lance un grand oui qui remplit toute la salle, et moi qui lance un tout petit oui très profond, très grave, mais que personne n'entend. Et le maire qui me demande de répéter ce oui-là. Tu vois, c'est toute cette comment dire, cette relation avec ma voix qui a très longtemps été une source de souffrance pour moi. En fait, ce qui est intéressant dans cette relation que tu as à ta voix, c'est pas la voix en elle-même, la tessiture ou je ne sais quoi, c'est ta voix dans le sens comment je me montre au monde. Oui, bien sûr, tu sens ça très bien, ouais. La voix que je vais avoir sera le reflet de mon intimité, et donc de ma relation avec moi, et donc de ma relation avec le monde autour de moi. C'est deux choses qui sont directement liées, en fait, si tu veux, dans la construction de notre personnalité, notre voix, c'est ajusté.
On a beaucoup de gens ont reçu ces injonctions. Tais-toi, tu fais trop de bruit, tu chantes faux, tu chantes comme une casserole, il va pleuvoir. Tu sais, tous ces trucs-là qu'on dit un peu machinalement et qui en fait créent plein de blocages dans la voix. Et donc la voix se referme, en fait c'est le corps qui se referme quoi, dans plein d'endroits, et donc la voix finit par occuper un espace très restreint, et elle résonne plus du tout. Et donc ça devient une voix qui est juste une voix qui sert à, si tu veux, à affirmer ma personnalité, ou en tout cas mon ego, mais qui est plus le reflet de vraiment tous mes potentiels et tout l'univers qu'il y a derrière. Et le travail de yoga du son, c'est ça, c'est de réouvrir des espaces de résonance de la voix pour aller explorer d'autres parties de soi qu'on a un peu mis sous le tapis et pouvoir justement ouvrir plein de possibles dans notre vie, quoi. Ah, c'est passionnant. J'aimerais qu'on revienne quand même sur ton aventure à toi avec le yoga du son. Donc tu vis ces 10 années en cachette, mais il y a un moment quand même, tu acceptes d'assumer un peu plus et tu vas participer à ce stage avec Denis Fargeot. Pour en apprendre un peu plus sur le yoga du son. C'était il y a combien de temps, ça ? C'était il y a combien de temps ? C'est pas si vieux que ça doit faire peut-être 6 ans, peut-être, quelque chose comme ça, 5-6 ans. D'accord. En fait, j'ai travaillé tout seul pendant longtemps. Je pense que le mariage a été quand même un choc, tu sais, ce maire qui me demande de répéter mon oui, ça m'a vraiment frustré. Et du coup, suite à ça, je me suis dit, bon, ok, il faut que je prenne ce sujet de la voix en main, parce que pour moi, c'est une souffrance. Et je pense que c'est à partir de là que je me suis décidé à sortir de ma zone de confort et d'aller rencontrer ce fameux Denis Fargeot pour aller plus loin dans l'apprentissage. Ah, et donc tu commences ce travail-là au cours du stage, de ce premier stage. Tu es dans quel état d'esprit pendant cette découverte-là du yoga du son ? Alors déjà, mon état d'esprit avant d'y aller, je suis complètement paniqué. Ah oui, je suis complètement paniqué parce que, si tu veux, pour moi, encore une fois, chanter seul au milieu des bois, ça va. Mais me retrouver dans un groupe et sortir ma voix, même si dans le yoga du son, ça se fait de manière très confortable, si tu veux, toutes les pratiques se font en groupe, par exemple. Tu te retrouves jamais seul sur scène à devoir chanter devant tout le monde. Tu vois, c'est quelque chose de très confortable. Mais malgré tout, en y allant, je suis quand même super anxieux parce que j'ai pas confiance en ma voix, tout simplement. Et en fait, au final, je suis rentré dedans. Il s'est passé quelque chose, c'est qu'en plus avec Denis Fargeot, on a vraiment bien accroché, c'est-à-dire on s'est senti vraiment très en résonance l'un et l'autre. Du coup, ça m'a beaucoup aidé à me libérer dans les stages. Je lui dois beaucoup, tu vois, je le remercierai jamais assez, tellement il m'a aidé à reprendre confiance, à libérer ma voix, mais tu vois, surtout tout ce qu'il y a derrière, quoi, à reprendre confiance en qui j'étais. Donc ça, c'était vraiment pour moi une très très grande rencontre et une très grande découverte. Et puis après, pendant le stage, ça a été fulgurant. Mais si tu veux, c'est d'une certaine manière, c'est logique, parce que vu que ça a infusé pendant 10 ans, il suffisait d'une petite étincelle pour que le truc se mette à bouillonner à l'intérieur. Donc c'est ce qui s'est passé, en fait, je pense que c'était le premier stage que je faisais, donc c'était un week-end. À la fin du week-end, j'étais en train de pleurer dans les pratiques. Je vidais toutes les larmes de mon corps. Et ce qui était rigolo, c'est que j'étais en résonance avec un homme qui était dans le groupe, qui avait à peu près l'âge de mon père, tu vois, à peu près, quoi. Et donc moi, dans ces pratiques-là, j'ai été confronté avec cette image, en tout cas du masculin, et qui m'avait beaucoup empêché de m'aimer, notamment dans ma sensibilité. Et lui, cet homme-là en face de moi, qui était justement assis en face de moi d'ailleurs, lui, il était dans ce rôle du père qui contraignait beaucoup ses enfants dans ce côté justement à être un homme, tu vois, un homme droit, viril, et qui sait où il va, quoi, tu vois. Et on a été en résonance pendant tout le stage, et à la fin, on s'est pleuré dans les bras, et ça a été super fort. Waouh. En fait, ce qui est touchant, c'est de voir à quel point, à travers la voix et le yoga du son, c'est pas juste un exercice de détente ou de bien-être, ce qui serait déjà une bonne chose. C'est très profond, quoi. Il y a vraiment cette histoire de connaissance de soi et d'acceptation. Ça s'entend. Enfin, j'entends beaucoup l'histoire d'une acceptation et de cheminer vers soi là dans ce que tu racontes. Absolument. Il y a vraiment pour moi, il y a 3 dimensions dans le yoga du son. Il y a ce côté de la voix qui va résonner à l'intérieur de soi-même, et donc qui va venir mettre en
en mouvement à la fois nos qualités, mais aussi nos parties sombres. Et donc, c'est un vrai travail de découverte de qui on est pleinement. Donc ça, c'est un travail de soi, soi avec soi. Il y a ce travail de la voix en tant que telle, de reprendre confiance en sa voix. Et donc, il y a ce côté, je dirais, communication. Tu vois, le fait de sortir sa voix, de prendre sa place, de dire ce qu'on a à dire, de tout ça. Donc, il y a ce côté, voilà, relation avec l'autre. Et puis, il y a une autre dimension dans la voix qui, pour moi, est très, très forte dans le yoga du son. C'est cette dimension de connexion au sacré. Parce que quand tu te retrouves dans un groupe, que chacun fait ses vocalises en étant, je dirais, centré sur lui-même, mais que les sons se mélangent à tel point qu'à un moment, tu sais plus trop. Est-ce que c'est moi qui suis en train de faire le son? Est-ce que c'est les sons des autres que j'entends? Est-ce que c'est moi en même temps que les autres? Il y a une espèce de truc, de bain sonore qui se met en place et qui, en fait, te déconnecte un peu des limites que tu as de qui tu es, pour te connecter à quelque chose de plus grand, de plus englobant. Et ça, c'est hyper fort aussi dans cette relation au sacré à travers la voix. Et du coup, donc toi, à ce moment-là, quand tu commences les stages, etc., tu es toujours dans ton métier d'ingénieur. À quel moment ça va tellement t'embarquer que tu vas commencer à réfléchir à te reconvertir dans un métier de thérapeute? Alors à quel moment? Je crois pas qu'il y a eu un virage précis. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une journée qui a décidé vraiment le fait que j'allais quitter mon boulot, tu sais, de cadre bien payé, avec une voiture de fonction, des primes en fin d'année, et tout ce genre de confort professionnel. Cette journée-là, je rencontre... je crois que c'est 3 niveaux de supérieurs hiérarchiques qui tous me font passer le message d'une manière ou d'une autre, pas de la même manière, ils ne sont pas coordonnés, mais que, moi, si je veux continuer à évoluer, il va falloir que j'aille peut-être m'ouvrir à d'autres horizons. Et à la fin de cette journée-là, je me suis dit, bon, allez, ça y est, c'est le moment, je crois que c'était un vendredi, et donc le lundi, je suis allé voir ces 3 chefs-là, et puis je leur ai donné ma démission, en fait. L'envie de basculer était là depuis déjà pas mal de temps. Et il y a eu cette journée, cette journée choc. Et à la fin de cette journée choc, c'était le pas était passé, quoi. Et donc, tu décides de quitter. Comment c'est perçu par ton entourage? On a pas mal parlé de tes parents, notamment. Comme une grande source d'inquiétude. Forcément, ce que je comprends. J'avais la chance d'avoir le soutien de ma femme. Donc ça, c'était, pour moi, c'était une vraie chance. Et ça m'a décidé à y aller, c'est sûr. Hein. Donc du coup, tu es maintenant à ton compte depuis quoi? 5-6 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ok. Tu proposes le yoga du son. Alors, on l'a déjà pas mal évoqué, mais j'aimerais juste qu'on s'arrête 2 secondes pour que tu m'en fasses une rapide définition et que très vite, on retire toutes les idées qu'on peut avoir autour de ce mot de yoga et de toutes les postures qu'on peut imaginer. Ouais, t'as tout à fait raison. J'ai parfois des gens qui viennent en stage avec un tapis de yoga et qui s'attendent à faire des postures de yoga en chantant des chants, je sais pas, des chants exotiques. Non, c'est vrai que c'est pas du tout ça. C'est vrai que le mot yoga du son est pas forcément le plus représentatif de ce que je fais, mais j'en ai pas trouvé de meilleur. Donc à la limite, si t'as des auditeurs qui ont des idées brillantes, je suis preneur. Parce que l'appel est lancé, ouais. Voilà, l'appel est lancé parce que effectivement, c'est pas du tout finalement, c'est pas un travail de yoga postural. C'est l'utilisation du mot yoga dans le sens de travail d'intériorisation et de réunification des différentes parties de nous-mêmes. Voilà, c'est pour ça que le mot yoga du son est utilisé, que le mot yoga est utilisé. Après, c'est un travail de vocalise. Moi, je travaille beaucoup avec les voyelles. Le principe est relativement simple, même s'il peut paraître bizarre. C'est de se dire simplement que les voyelles, tu vois, une voyelle comme le A, qui va être une voyelle très ouverte, va avoir une résonance qui va être très différente d'une voyelle comme le O, qui va être une voyelle très ronde. Et en fait, on va utiliser quelques voyelles pour faire un parcours à l'intérieur de nous-mêmes. Le parcours, il est simple. Je vais utiliser par exemple la voyelle O. Tu vois, c'est un truc très rond, très doux, très cocon. Donc je vais utiliser la voyelle O pour rentrer dans mon intériorité, commencer à mettre de la douceur à l'intérieur de moi, à pacifier ce qui pourrait se présenter.
Ensuite, je vais utiliser la voyelle OU, qui va être une voyelle plus profonde. Cette voyelle-là va m'amener à descendre dans mon corps, à descendre dans mon bassin, à venir connecter, tu vois, physiquement, ça va être connecter les reins, la vessie, gros intestin, les organes sexuels. C'est un peu le cœur du cœur, de la profondeur de mon intimité, là où j'ai planqué plein de trucs sur le tapis, tout ce qui m'a dérangé, gêné au cours de ma vie. Et je vais aller à la rencontre de tout ça. Donc c'est pas forcément une partie qui est toujours très agréable, mais ça va me permettre de faire un grand tri, un grand ménage en fait. Et puis, en descendant dans la profondeur, c'est l'image d'Aladin, tu sais, qui descend dans la grotte pour aller chercher la lampe du magicien. Il descend dans la grotte, il va passer au milieu de tous les bijoux, de toutes les pièces d'or, etc. Mais il a le droit de toucher à rien, il faut qu'il continue son chemin au bout. Il a le droit de toucher qu'à la lampe. Et dans la lampe, il y a ce magicien. Dans ce travail du OU, il y a vraiment cette descente au plus profond de nous-mêmes pour aller connecter justement cette part sacrée à l'intérieur de nous, cette part du génie, du magicien, ce que toi tu vas appeler la petite voix, que moi je vais appeler la vibration profonde. Et tu vois, c'est toujours ça, c'est aller capter ce qui derrière nos filtres, nos zones de trouble, de souffrance, se cache. Et ce qui se cache, c'est cette espèce de potentiel infini. Et avec la voyelle OU, on va aller connecter ça. Mais une fois qu'on a connecté ça, on va pas s'arrêter là. Parce que là, on pourrait vraiment se dilater dans ce potentiel. Et d'une certaine manière, c'est très confortable, mais on n'en fait pas grand-chose. Ouais. L'idée ensuite, c'est de venir faire le chemin inverse. C'est-à-dire, on vient densifier notre puissance au niveau de notre ventre pour bien s'ancrer, effectivement. Pour s'ancrer également dans ce potentiel, dans cette dimension sacrée. Parce que c'est ça qu'on veut révéler au monde. Et donc, on s'ancre là-dedans. Et après, on fait tout ce travail, notamment avec la voyelle I, qui a été très longtemps très inconfortable pour moi, qui est une voyelle justement de prendre sa place, de marquer son identité, de s'autoriser à être soi, de projeter sa voix. Et donc le chemin, c'est ça, c'est rentrer dans notre intériorité, descendre dans notre profondeur, pacifier ce qui peut l'être, connecter cette dimension sacrée et la révéler au monde dans lequel on vit pour vivre avec ça et créer à partir de cette base-là. Comment ça se passe une séance ? Déjà, on n'est pas en tête-à-tête avec toi lors d'une séance. C'est vraiment comme un cours collectif, non ? Alors ça peut être l'un ou l'autre. Le plus souvent, ça se fait plutôt en groupe. C'est possible de faire des séances individuelles, je dirais presque plus, pour aller à la rencontre d'un enjeu particulier de la personne. Mais le plus souvent, c'est des sessions en groupe où on est assis en cercle. On est assis sur des chaises, tu vois, pour faire un truc vraiment très simple et très utile. Et on va, alors, on parcourt pas toutes les voyelles en une séance parce que chacune des voyelles est très riche. Donc je donne des thèmes à la séance où on va travailler sur notre intériorité, on va travailler sur mettre de la douceur, on va travailler sur notre profondeur, on va travailler sur cette dimension sacrée, on va travailler sur plein de choses différentes. Okay. Et donc on va faire par exemple une séance où on va beaucoup faire du son haut. Donc on va travailler un peu sur le corps avec des mouvements qui peuvent être des mouvements de Qigong, des mouvements de relâchement, des mouvements de connexion au corps. On va travailler sur la respiration et ensuite on va travailler sur la voix pour vraiment venir ressentir notre voix à l'intérieur, d'abord se recentrer, ensuite reprendre confiance en notre voix, qui fait partie de toutes les voyelles, et puis ensuite, déployer un petit peu, se reconnecter avec cette dimension intuitive pour aller déployer cette sensibilité qui nous habite et qui vient vraiment habiter nos pratiques de voix. Mais j'ai l'impression, là, tu dis que certaines personnes peuvent vivre des moments, du coup, hyper forts. Est-ce que tu as des exemples de personnes que tu as accompagnées et qui ont pu dénouer comme ça des problématiques particulières dans leur vie ? Oui, bien sûr. C'est tellement le quotidien de tous les cours que ça arrive tout le temps entre les personnes qui se mettent à pleurer. J'avais une personne, je pense, qui me revient. Je l'ai vue, je sais pas, on va dire quoi, pendant une dizaine de cours d'affilée. Elle a pleuré à tous les cours. C'est-à-dire qu'elle avait tellement une surcharge émotionnelle, tu vois, d'hypersensibilité, qu'elle avait vraiment besoin de passer par cette forme de décharge pour ensuite être capable de construire autre chose dans sa vie. Donc, et suite à ça, d'ailleurs, elle a quitté son boulot, qui était en plus un enjeu familial, et pour se lancer dans une nouvelle dimension d'elle-même, tout simplement. J'ai des exemples qui sont pas toujours très marrants, hein, mais
j'avais une maman qui avait perdu son fils, Ouais. qui était jeune adulte, quoi. Et qui, pendant les séances où on travaillait là-dessus, elle tenait pas en place. C'est-à-dire qu'elle était obligée de se lever tout le temps, d'aller ouvrir les rideaux, fermer les rideaux, rouvrir les rideaux, refermer les rideaux, aller changer sa chaise de place. Parce qu'en fait, la vibration, le travail, c'est un travail vibratoire avec la voix. On met le corps en résonance. Et donc cette vibration va venir secouer des nœuds émotionnels, des trucs, des fermetures. Et quand ça vient secouer, ça libère évidemment, mais ça vient aussi créer de l'agitation d'abord. C'est comme si ce nœud était un peu, tu vois, ressollicité pour se libérer. Et ça crée parfois des réactions qui sont un peu étonnantes. Mais voilà, il y a une vraie pacification qui se met en place. Waouh, c'est franchement, tu vois, moi je découvre tout un univers là et je suis ravie du coup qu'on ait fait cet entretien parce que je découvre, voilà, j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose pendant toutes ces années. Donc ouais, merci beaucoup Olivier. Bon, avant de conclure par contre, j'ai quelques questions rituelles, tu le sais. J'aime bien questionner mes invités, notamment avec cette première question. Est-ce que tu écoutes souvent ta petite voix, Olivier ? Ah, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, comme je te l'ai dit et répété, moi, ça passe beaucoup par le corps. Donc, moi, mon corps me permet vraiment, c'est un espèce de baromètre, quoi. Hein. Est-ce que je suis sur mon chemin ou est-ce que ça y est, je suis à côté de la plaque et le corps me donne cette information-là. Donc, c'est bien là, ouais. Quel livre a particulièrement marqué ta vie et ton chemin de vie ? Alors, évidemment, j'en ai plein, je suppose que tout le monde dit ça. Mais alors, j'en fais ressortir un quand même. C'est marrant parce que c'est pas un livre. C'est pas un livre qui m'a appris beaucoup de choses. C'est pas tellement un livre qui m'a tu vois, amener des prises de conscience particulières. Mais c'est en fait le livre vers lequel je reviens tout le temps dès que justement je me sens un peu soit à côté de la plaque, soit dans le doute, soit je me dis « Ah, peut-être que je vais m'arrêter. Ah, peut-être que je suis pas la bonne personne pour faire ça. » C'est toujours à ce livre-là que je reviens. Ce livre-là, c'est un livre qui est très connu, c'est un best-seller, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Mais bien sûr, ouais, bah oui. Que j'ai découvert quand j'étais, j'avais 18 ans. Depuis, j'ai dû le lire, je sais pas, peut-être 20, 25 fois, quelque chose comme ça. Et à chaque fois, c'est le livre qui me remet dans mon axe et qui me fait dire « Bon, allez, on va aller encore un peu plus loin. On va continuer le voyage. » Ah, super. Est-ce que tu as un rituel bien-être que tu utilises au quotidien ? Alors ça, je te dirais que je change beaucoup mes rituels de bien-être. C'est-à-dire que ça varie. Évidemment, j'utilise beaucoup la voix. Moi, le chant diphonique est quelque chose qui m'aide beaucoup à me recentrer. Le travail de cohérence cardiaque est aussi quelque chose qui m'aide beaucoup. Et de manière moins pratique bien-être, moi, c'est de faire la cuisine est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et tu vois, avec cette dimension de mettre de l'esprit dans la matière, la cuisine permet vraiment ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Pas mal comme idée. Et pour terminer, Olivier, j'aimerais savoir si tu es heureux. Alors oui, ouais, je suis heureux, j'ai cette chance-là. Et ce qui m'empêche pas d'ailleurs d'être rattrapé souvent par plein de trucs. J'ai notamment une phrase qui résonne souvent, une phrase familiale, qui est de dire « Aujourd'hui ça va, mais demain on n'est pas sûr ». Et tu vois, donc terrible. Je te répondrais aujourd'hui je suis heureux. Ouais, c'est une idée assez dure parce que du coup t'es jamais sûr de ce qui va arriver. C'est une idée qui est basée sur l'insécurité. Donc c'est quelque chose que je dépasse, mais qui me rattrape parfois. Donc je te réponds, est-ce que je suis heureux aujourd'hui ? Oui, je suis heureux aujourd'hui. Et ça c'est concret. Ouais. Et ça c'est sûr. Et c'est très bien comme ça. Donc écoute Olivier, merci beaucoup. Merci de m'avoir fait découvrir tout cet univers-là du yoga du son. Merci d'avoir partagé aussi, comme tu l'as fait sur ton parcours, avec autant d'authenticité. C'était un très bel entretien. Donc merci beaucoup. Eh ben, écoute, Herveline, merci à toi. C'était effectivement un chouette moment. Merci de m'avoir posé des questions avec ta sensibilité. Et grâce à cet entretien, on va faire effectivement un peu plus connaître le yoga du son, qui est quand même encore assez confidentiel. Donc, merci infiniment. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs,
C'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.